Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. On décrypte, on analyse les affiches de la CAN 2025 avec vous, avec nos experts également sur le plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cet épisode 9 de votre émission Vive la CAN, première saison. Aujourd'hui, on connaît désormais les affiches de la finale ainsi que de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition. Samedi, ce sera la petite finale avec notamment Égypte contre Nigeria. Et puis dimanche, la grande finale avec le Sénégal contre le Maroc. On a suivi ces deux matchs hier, il y a quelques heures notamment. Sénégal contre Égypte où le Sénégal s'impose contre les Pharaons 1-0. Et puis le Maroc contre Nigeria où les Lions de l'Atlas au bout du suspense s'imposent finalement au tir au but. On en parle avec nos experts sur ce plateau. Je commence par ma gauche. Je commence par le coach Méfiré. Il est entraîneur de football et également analyste des questions de sport et de football en particulier. Coach, bonjour. Bonjour, merci Yann, salut Luc, salut à nos auditeurs qui nous suivent et je vais rejoindre le meilleur. Voilà, vous êtes habitué à la radio, c'est téléspectateur. Téléspectateurs. Sur la télé, voilà justement. Allez, merci d'être là, merci pour votre patience, votre disponibilité et votre disponibilité. Lucas Témé, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à bonjour à tous les followers qui sont venus nous écouter à cet instant pour ce décryptage, comme vous l'avez dit, des demi-finales de la Coupe d'Afrique qui se sont jouées au Maroc. D'accord. Allez, on va donc dans un instant décrypter Sénégal-Égypte ainsi que Maroc contre Nigeria. Et puis on va se projeter sur la grande finale Sénégal contre Maroc. On en parle dans quelques instants. On prend un petit verre d'eau et on revient pour la suite. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Nous sommes de retour après cette petite pause fraîcheur. On parle de ce match, cette demi-finale qui a opposé la deuxième demi-finale qui s'est disputée il y a quelques heures. Alors c'était un match assez palpitant avec beaucoup d'intensité, et beaucoup de suspense aussi. Le Maroc qui s'impose finalement contre le Nigeria. C'était à l'issue de la séance de tir au but. Coach Méfiré, est-ce que vous avez imaginé un seul instant, que l'issue de ce match puisse arriver à ce niveau-là? Ouais, sincèrement, Yann, moi j'étais très loin d'imaginer qu'on devait arriver à cette haute séance de tir au but, tout simplement parce que j'ai pu observer les deux équipes durant toute la CAN. Et moi j'attendais hier que ce soit un jeu serré entre les deux équipes. J'avoue sincèrement qu'on a plus du plaisir à regarder ce match. Tout ce qui a manqué dans ce match, c'était juste des buts. Mais je crois que dans le contenu, que ce soit du côté du Nigeria ou que ce soit du côté du Maroc, on a été bien servi, on a été satisfait et je crois que le meilleur a gagné. Félicitations à cette équipe qui passe en finale. Voilà. Alors Lucas, c'était un match, beaucoup de personnes n'auraient pas forcément misé sur ce résultat parce que pour beaucoup d'analystes et d'observateurs, c'est le Nigeria qui faisait forte impression. Ouais, le Nigeria était la surprise de ce match et le Maroc aussi, surprise positivement parce que c'est le Maroc qui s'en sort victorieux et se qualifie pour la troisième finale de son histoire. Mais le Maroc a mis un plan de jeu qui était quand même cohérent. Ils ont compris que
s'il fallait se qualifier pour la finale et passer au tour suivant, il fallait neutraliser Iwobi qui est le métronome du jeu du Nigeria. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont neutralisé Iwobi, il y a les gars comme Accor, comme Lukman, comme Osimhen ne pouvait plus s'en sortir parce que c'est Osimhen qui est comme le moteur de cette équipe, donc il n'a pas besoin de la lumière, c'est lui qui court partout et c'est lui qui distille la bonne lumière dans cette équipe. C'est lui qui, quand il est en forme, vous pouvez voir Lukman faire des débordés, des transversales, des percussions, faire des centres pour que Osimhen ou Accor Adams puissent marquer. Mais hier, c'était quand même différent. Et il y a aussi la volonté, il y avait aussi cette haine marocaine de vouloir se qualifier. Déjà qu'au niveau local, il était critiqué. Donc on a vu des gars qui répétaient les courses, qui multipliaient des efforts pour pouvoir se qualifier jusqu'à presque à la 102e minute du match. On n'a pas vu un Maroc qui était fatigué. Mais c'est aux qualifications, à partir des prolongations que le Nigeria s'est réveillé, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a pris l'ascendance et a commencé à inscrire la possibilité de pouvoir conserver le ballon et avoir la possession de balle. Oui, alors intéressons-nous rapidement au 11 de départ de ces deux différentes équipes. Alors d'un côté, on avait c'était pratiquement du classique avec les deux équipes parce que du côté du Nigeria, cette attaque à 3 avec notamment Accor Adams et Osimhen, les deux attaquants, les deux pointeurs entre guillemets, épaulés par Lookman juste derrière comme un numéro 10. Une attaque, voilà, c'était un système de quoi 4-3-1-2 avec deux avant-centres et un numéro 10 derrière, Lookman qui n'était pas forcément sur les côtés, mais au milieu de terrain comme numéro 10. Alors derrière, on a un milieu à 3 avec Onyeka, Onedika et Iwobi bien sûr, et puis une défense à 4, Ajayi, Bassé sur les côtés, Onye Machi et Ozayi Samuel. Nwabali dans les buts. Du côté du Maroc, c'est également du classique pratiquement. Depuis quelques journées, depuis quelques matchs, c'est forcément Bounou dans les buts. Massina et Aguerd en défense centrale. On sait que Romain Saïs, avec sa blessure, n'est plus aligné. Voilà, il est désormais out. Hakimi sur le côté droit, Mazraoui sur le côté gauche. Un milieu à 3 avec notamment Aniaoui, El Kanous. Voilà, l'autre nom là, c'est Saibari, voilà. Et puis en attaque également une attaque à 3 avec El Kaabi, Brahim Diaz sur le côté droit et Zazouli sur le côté gauche. On a envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais est-ce que c'était pas quand même surprenant que ces deux équipes... bon, du côté du Nigeria, quand même, il y avait Didi qui était absent. Est-ce que ça a pu peser sur le jeu de l'équipe du Nigeria? Didi absent. Ouais, je crois Car que, suspendu, parce qu'il ouais, avait... je crois que c'était la bonne interrogation qui pouvait pallier à son absence parce qu'il était suspendu pour accumulation carton jaune. de cartons. Je crois que c'est un élément moteur de l'équipe du Nigeria. C'est lui qui est au centre du milieu de terrain. Il fait un travail vraiment énorme, bien qu'il soit compatible avec les autres. Mais je crois, logiquement, il a manqué à cette équipe parce que c'est à un moment donné, quand le Nigeria joue, c'est lui qui a la possibilité, ou bien qui a la charge d'aller gratter tous les ballons et de pouvoir mettre un bon ballon vers l'avant. Il n'a pas été là hier, ça s'est ressenti tout de suite. Parce qu'il faut l'avouer, tactiquement, l'équipe du Maroc a causé beaucoup de problèmes à cette équipe du Nigeria. Et dire qu'il n'a pas manqué à cette équipe, pour moi, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste parce qu'au niveau de la bataille dans le milieu de terrain, ça s'est ressenti. Je crois que celui qui était là pour pallier son absence n'a vraiment pas été à la hauteur ou bien au niveau pour pouvoir empêcher que le milieu de terrain soit dominé par les Marocains. Onyedika, il me semble. Oui, c'est bien lui. Voilà, alors justement, du côté du Maroc, on a pratiquement reconduit la même équipe qui a affronté le Cameroun en quart de finale. Est-ce que c'était pas risqué? Parce qu'on a vu l'abattage de ces joueurs contre le Cameroun, les efforts physiques, ils se sont beaucoup dépensés. On se sera attendu à voir peut-être quelques pièces maîtresses, ou alors, je sais pas, quelques petits changements dans le dispositif de l'équipe du Maroc. Généralement, au quartier, on nous dit on ne change pas d'équipe qui gagne.
quand vous dites qu'il fallait un changement, j'ai tout juste pensé à Enesri. Mais de l'autre côté, on a El Kabi qui fait du bon boulot, c'est cet attaquant de fixation. Vous savez, le Nigeria est venu en début avec une idée de jeu qui était claire. Jouer bas, en bloc bas, et pouvoir posséder par contre-attaque pour pouvoir punir l'adversaire devant sa surface de dépassement si jamais on arrive. Mais le pressing, le pressing marocain n'a pas permis aux joueurs nigérians de, de vouloir de bien s'exprimer. C'est la raison pour laquelle en début de période, presque à la première mi-temps, l'équipe nigériane était presque inexistante. Et comme je l'ai dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais la seule déception dans ce match pour moi était El Kaabi, qui n'a pas vraiment montré sa justesse technique dans certaines actions pour pouvoir propulser le ballon au fond. Or, c'est un maestro du jeu de tête. Donc, il a eu des occasions et des situations qu'il n'a pas pu bien exploiter pour pouvoir donner l'avantage à son équipe marocaine pour la qualification en finale de la compétition. Voilà, parlons de la possession à présent. Alors, c'est un fait assez étonnant parce que au niveau de la possession, c'est le Nigeria qui s'en sort plutôt en tête avec 51% de possession contre 49% pour le Maroc. Mais quand on jette un coup d'œil assez profond, on se rend quand même compte que c'est une possession beaucoup plus dans sa partie de terrain, sa moitié de terrain. Ce n'est pas une possession dans le camp marocain, mais en termes de domination, la domination est nette. Hein. Le Maroc s'en tire avec quoi voilà, en termes de tirs, alors dès que je jette bien un coup d'œil, nombre de tirs, 16 tirs contre 2 pour le Nigeria et 5 tirs cadrés contre un seul tir pour le Nigeria. Ben voilà, donc, coach Méfiré, petit contraste, possession nigériane, mais occasion et domination marocaine. Tout à fait, c'est un peu spécial ça, comme vous le dites. La possession était du côté du Nigeria et alors que c'est l'équipe du Maroc qui faisait le jeu, ça n'arrive pas très souvent. Mais il est important de dire que s'ils ont eu la possession, c'est justement dans leur camp, notamment au niveau de la défense, parce qu'ils essayaient de voir comment faire pour contourner l'équipe du Maroc qui était bien en place. Mais vous avez vu tout de suite, quand ils ont essayé de sauter les lignes ou bien de traverser le milieu de terrain, ces gars sortaient comme des fourmis pour pouvoir les mettre en difficulté. Donc, sincèrement, je crois que l'équipe qui a joué hier, l'équipe qui a produit du jeu, c'était l'équipe du Maroc. Mais la possession est venue. C'est un contraste parce que habituellement, c'est l'équipe qui court le plus ou bien l'équipe qui met le pied sur le ballon qui a la possession. Mais hier, la possession était plutôt au niveau du Nigeria, mais malheureusement, ils gardaient ce ballon plutôt dans leur camp. C'est pour ça qu'ils n'ont vraiment pas créé de danger dans cette possession un peu stérile. Voilà, l'équipe du Nigeria qui était réputée pour sa force offensive avec tous ses buts marqués. Alors, je n'ai pas fait le total des buts, on va revenir peut-être avec les chiffres tout à l'heure. 14 buts marqués, 7 buts encaissés. Voilà, merci pour ces chiffres. Heureusement que vous êtes là, vous êtes payé pour ça aussi quand même. Ouais, Lucas. Voilà. Comment comprendre que le Nigeria n'est gardé qu'un seul, c'est quoi, c'est un seul tir, il me semble. Ils n'ont pas tiré beaucoup de fois. Hein. Ils ont eu la possession dans le camp, ils n'ont pas tiré. La première partie tire une seule fois. Voilà. La première occasion la plus dangereuse d'ailleurs, elle est nigérienne. Sur 120 minutes, c'est 2 tirs cadrés, 2 tirs tentés et un seul tir cadré. Comment comprendre ça? Il faut dire que je vais d'abord parler de possession avant de répondre à votre question. C'est le même chapitre. Le Nigeria a eu la possession du bal à partir de la deuxième période de prolongation. Donc il faut pouvoir le connaître parce qu'à ce moment, les Marocains rentraient. Depuis la première manche, ils ont eu la possession. Peut-être de prolongation. Parce que non, je dis, dans l'entame du match, ils ont la possession. À la première mi-temps, la possession est de 63% pour le Maroc et 37% pour le Nigeria. Non, je ne crois pas. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai. Bon, c'est les données que moi, même puisque c'est le ballon qui a la totale domination du ballon. Le ballon. Et il commence à reculer dans la deuxième période pour aller préparer les tirs au but parce que les joueurs étaient déjà fatigués, ils avaient beaucoup dépensé en énergie. Si vous avez constaté, quand l'équipe nigériane avait le ballon à sa moitié du terrain, les attaquants marocains n'attaquaient plus, donc ils rentraient se repositionner en défense
pour les laisser la possibilité, comme vous l'avez dit, de jouer dans leur moitié du terrain. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, parler des occasions manifestes, il faut d'abord saluer la maestria du gardien Wabali. Donc, c'est lui qui a sauvé durant les 120 minutes le Nigeria, parce que c'est grâce à lui que le Nigeria est même arrivé à l'étape des tirs au but. Et on a eu des défenseurs marocains comme Hakimi, comme Mazraoui, tous les gars, les Aguerd, qui n'ont pas permis, qui ont muselé Osimhen, qui ont muselé Accor. Vous vous souvenez que Accor, c'est l'attaquant qui joue en fixation pour l'équipe nigérienne. À un moment, on le retrouvait sur le côté, que ce soit sur le côté droit, sur le côté gauche, pour chercher des espaces. Ça veut dire qu'il y avait Aguerd et son coéquipier en défense qui ne le permettaient pas de jouer. Tout à l'heure, vous parlez des Iwobi. Et ils ont réussi à couper la transition entre Iwobi, Lookman, Accor et Osimhen. Donc ils ont compris que s'ils neutralisent Iwobi, ce sera difficile pour les autres joueurs de pouvoir être efficaces offensivement. Oui, justement, on avait sur le tableau les statistiques de la première mi-temps. En rouge, c'est le Maroc, justement, parce que le Maroc, en première mi-temps, c'est 54% de possession de balle, avec déjà 6 tirs et un seul tir cadré. Voilà, et en deuxième mi-temps, ça donne quoi? Voilà, on va voir ce que ça donne en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est 44 pour le Maroc et 56, c'est-à-dire qu'il y a inversion carrément. Bon, maintenant, est-ce que ça donne aussi... Oui, il y a aussi pour la première mi-temps des prolongations. Première mi-temps des prolongations, c'est quoi? Bon, on a déjà... Voilà, de façon générale, ça fait 51 contre 49 en faveur du Nigeria sur l'ensemble des 120 minutes. Voilà, messieurs. Maintenant, intéressons-nous à autre chose. Un autre point de cette rencontre entre le Nigeria et le Maroc. Pour beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs, le Nigeria a été méconnaissable hier contre le Maroc. Comment expliquer cela? Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur cet avis certains observateurs? Nigeria méconnaissable, selon vous? Vous n'avez pas reconnu le Nigeria hier? Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas connu le Nigeria. En réalité, je crois que depuis que la Coupe d'Afrique a commencé, c'était le tout premier client sérieux que le Nigeria avait en face. Je crois que je l'avais déjà dit. Bon, il y avait l'Algérie aussi. Non, mais l'Algérie n'était pas un foot de guerre. Je l'avais déjà dit sur un plateau. Moi, j'attendais voir ce Nigeria face à une équipe assez solide, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Maroc, peut-être le Cameroun, je ne sais pas trop. Mais je pense que hier, le Nigeria a eu une très belle opposition. Et j'ai pas envie de dire qu'elle a baissé de régime. Non, le Nigeria a joué comme elle a l'habitude de jouer, mais malheureusement, il y avait de l'adversité en face, il y avait du répondant en face et ils ne pouvaient que donner ce qu'ils ont donné. Hier, le Nigeria a joué avec tous ses armes en dehors de milieu de terrain. Didi qui n'était pas là, mais toute l'équipe était là. Donc je pense qu'en termes d'intensité, des courses, des duels, ils ont répondu présent, mais malheureusement, quand il y a un duel, il faut bien qu'il y ait quelqu'un devant qui passe. Et hier, c'était le Maroc. Est-ce que c'est la faute au sélectionneur Eric Sekou Chel que le Nigeria ait été autant méconnaissable entre guillemets face au Maroc? Parce que beaucoup d'observateurs estiment que le Nigeria n'a pas joué son jeu habituel. S'est contenté de jouer en bloc bas, espérant aller en contre avec des Lookman, Accor Adams ou surprendre les défenseurs marocains. Oui, je crois qu'il y a eu cette erreur d'approche tactique de Sekou Chel. Nous savons que le Nigeria commence toujours ses matchs par le pressing haut. Et ce contre-pressing aussi qui le prédomine. Donc à la perte de balle directement, il se lance à l'abordage pour la récupérer et chercher à organiser devant votre défense. Mais hier, ils sont venus avec une autre idée tactique. Peut-être c'était pour répondre bon, avant le match, en conférence de presse, le coach avait dit que ces joueurs sont en train d'éprouver la fatigue. Mais je me suis dit que c'était pour distraire un peu les Marocains. Mais hier, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à jouer par bloc bas. Je me suis dit que
c'était pour un temps, c'était peut-être le temps pour eux d'observer les failles de l'équipe marocaine pour pouvoir déployer leur jeu sur leur approche technique qu'ils ont depuis le début de la compétition. Mais hier, ils ont joué bloc bas presque toute la première mi-temps et ça a donné la possibilité aux Marocains de prendre confiance parce que le Maroc, en première mi-temps, le Maroc a installé quasiment dans leur moitié de terrain. Et dans tout ça, c'est le Maroc qui avait toutes les occasions du match. Et je crois, le coach Mifile l'a dit tout à l'heure, je crois la première occasion nigériane intervient vers la fin de la première mi-temps. Donc à ce moment-là, le Maroc a déjà l'ascendance du Nigeria et les joueurs aussi ressentent un peu de la fatigue. Donc s'il était venu avec son idéologie, son idée de jeu qu'il a eu durant les précédentes rencontres, il aurait pu faire douter cette équipe marocaine qui ne nous poserait pas aussi autant de problèmes que nous l'avons vu hier. Oh oui. Alors, coach Méfiré, est-ce que c'est la faute au sélectionneur Eric Sekouchel ou alors c'est parce que le Maroc est trop fort? Parce qu'on a vu quand même que contre le Cameroun n'a pas cadré une seule fois en 90 minutes face au Maroc. Non, je ne peux pas dire que ce soit la faute du coach. Ce que moi je peux dire, c'est que l'animation que l'équipe du Maroc avait sur le plan tactique a vraiment déjoué tous les plans de l'équipe du Nigeria. Moi, je ne suis pas d'accord quand Luc pense que l'équipe Nigeria a joué bloc bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils étaient plutôt médians, sauf qu'ils se méfiaient parce que en fait, il y a les attaquants de l'équipe du Maroc dans la transition qu'en attaque placée allait très vite. Donc, c'est ça qui faisait un peu la rupture. La rupture, on avait l'impression qu'ils jouaient bloc bas. Moi, je vais plutôt apprécier, pas pour dire que je ne réponds pas à votre question, moi je veux plutôt apprécier ce que Rodrigue a mis sur pied sur le plan tactique. Il a fait un 3-5-2, un peu différent de ce que nous les Lions jouaient. Parce que là, vous avez vu, c'était une équipe bien synchronisée derrière, c'était toujours à 3, toujours des couvertures prises à 1, prises à 2. Dans le milieu, il y avait toujours du nombre, différent de notre 3-5-2 où on a joué, où il y avait toujours trop d'espace. Donc dans le milieu, non seulement il y avait du nombre, mais en plus de ça, il y avait de l'agressivité. Et de la volonté aussi. Maintenant, quand les gars étaient généreux comme ça dans les efforts, tout ce qu'il restait à faire, c'était de donner soit à gauche, ça animait très bien à gauche, ça animait très bien à droite. Avec Hakimi qui venait en dédoublement, c'était un peu difficile pour eux. Voilà. Donc du coup, quand ils arrivaient même à perdre le ballon, quand ils étaient en position d'attaque, ils faisaient du contre-pressing et les Nigériens avaient du mal. Ce qu'ils devaient faire, c'est quoi maintenant? Sauter les lignes. Voilà. Mais qu'en sautant les lignes, ils avaient la malchance qu'athlétiquement derrière, avec les haguets et tout ça, ils étaient prêts. Non seulement dans la bagarre, mais dans les duels aériens, même au sol. Alors qu'on pourrait se Autre dire... chose, c'est que le Nigeria, hier, dans son jeu, il n'y a pas trop de profondeur, de verticalité. Il y avait plutôt trop de latéralité. Et quand il y a trop de latéralité, ça n'avance pas. Ça veut dire que l'adversaire. On est sur place, mais on passe d'un coéquipier à un autre. Donc, le ballon n'avance pas. C'est dans ce plan-là que le Maroc a. Et j'ai eu la position de Lookman hier, moi je n'ai pas compris parce qu'il était trop dans le cœur du jeu. C'est un numéro 10, oui. Au départ, il est positionné comme ça pour qu'on pense qu'il est dans le cœur du jeu, mais normalement il anime toujours côté gauche. Mais hier, on a carrément vu qu'il était dans le milieu de terrain, ce qui faisait qu'il trouvait toujours du nombre, il y avait toujours du nombre là. Et ça l'a empêché vraiment de se déployer. Quand il avait même le ballon, il y avait au minimum 2 joueurs qui le barraient. Donc à tout moment que Lookman avait le ballon, il y avait au minimum 2 joueurs. Donc ça coupait déjà les possibilités de passe entre Lookman et Osimhen ou Akor. Est-ce que ça veut dire que Regragui finalement est tactiquement très fort? Parce qu'il a réussi à museler entre guillemets Baleba, Namasso et consorts contre les Lions. Et là, hier, les piliers du jeu nigérien n'ont pas pratiquement existé. Ouais, je pense que tactiquement, il est très fort. Moi, j'ai suivi par exemple le match sur Canal Horizon. J'ai été attentif à ce que le journaliste disait. Même pour Brian Diaz, qui ne jouait pas, il paraît qu'il a même fait des déplacements pour se rendre du côté du Real de Madrid, pour essayer de voir comment il s'entraîne, comment ça anime là-bas et tout ça, afin de pouvoir mettre ce truc sur pied. En plus de ça, je l'ai suivi une fois en conférence de presse où il prenait le temps, où il dit qu'il étudiait la vidéo de ses adversaires. Et la preuve contre nous, vous avez vu,
tout ce qu'on a essayé n'a pas marché. Ils ont réussi à nous contrer. Et hier encore, c'était une belle illustration. Donc je pense que sur le plan tactique, le match s'est joué à ce niveau, sur le plan tactique. Mais c'est pas pour dire que l'équipe du Nigeria était mauvaise, mais tactiquement, l'équipe du Maroc était un peu largement au-dessus. Voilà, là où j'étais au moins tranquille, c'est que Eric Sepouchel, on n'a pas eu besoin de lui verser de l'eau sur son crâne pour le calmer, comme lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où après une défaite face à la Côte d'Ivoire, justement, il avait pratiquement piqué une crise. Il était abattu et son staff a dû recourir à une bouteille d'eau, un seau d'eau pour essayer de... voilà, justement. Alors, beaucoup de courage à lui, c'est un entraîneur local et il fait plutôt du très bon travail. Malheureusement pour lui, Et il à est cette tombé. époque, il n'était pas avec le Nigeria. Il était avec le Mali. Et le Mali. Ah, le Mali, Le justement, Mali. parce que la Côte d'Ivoire avait éliminé le Mali en quart de finale. Oh, le Mali dominait cette Côte d'Ivoire. Bon. Allez, maintenant, intéressons-nous aux tirs au but qui ont dû départager les deux équipes. J'ai posé la question d'entrée de jeu. Est-ce que cette séance des tirs au but vous a surpris? Est-ce que vous avez également eu des palpitations comme certains qui regardaient depuis leur téléviseur? Bon, moi, durant les tirs, bon, c'est lui le footballeur, c'est lui qui a joué dans les tirs au but. Je crois que ce que vous travaillez, ces séances ou pas, la chance viendra déterminer souvent. On dit que le gars, à 99% des mecs sont tirés dans les filets, le gardien n'a qu'un seul pourcent pour pouvoir l'arrêter. C'est là où les gardiens doivent montrer que réellement ils sont pour l'équipe, ou ils sont là pour permettre à ses coéquipiers de pouvoir avancer d'un cran. Mais hier, on a vu plutôt le gardien marocain qui, je crois, a sorti 2 pénaltys. Il y a aussi le manque de confiance du premier tireur, le premier gars qui rate, le premier Nigérian qui vient rater. Avant lui, C'est quoi, c'est Bruno? bon, on va vérifier. Bon, Chukwueze, c'est lui. Chukwueze a également raté, Oui, et ensuite... Chukwueze qui rate. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans sa tête. Parce qu'il est d'abord titulaire dans cette équipe Nigeria. Après, on le met au banc, il revient. Bon, ça fait que quand il vient jouer, c'est sûr, il a peut-être des problèmes extra-sportifs dans la tête. C'est pourquoi il ne sait pas. C'est mon avis. Peut-être il n'était pas concentré quand il venait tirer. Il y a la pression. Voilà, la pression aussi. Parce que à cette étape où vous deviez jouer une finale de Coupe d'Afrique et tu prends un penalty comme ça et tu le mets comme toi tu l'as mis, ça veut dire que dans la tête, sereinement, tu n'es pas bien. Oui. Alors, coach Mifiri, est-ce que cette séance de tir au but était méritée? C'est-à-dire que est-ce que ce match aurait dû se conclure par cette séance-là? Est-ce que ça n'aurait pas été cruel pour le Maroc de sortir après avoir été éliminé au tir au but? Mais vous savez, c'est vrai que durant ce match, on s'attendait à beaucoup de buts de part et d'autre. Mais malheureusement, c'était trop serré. Ils étaient assez vigilants, concentrés. Ils ont été très bons dans une des surfaces pour chaque équipe. Normalement, je veux parler de la surface défensive. Ils ont été meilleurs là-bas. Ils n'ont pas été meilleurs offensivement parce qu'ils n'ont pas marqué. Mais maintenant, ça fait partie du jeu. Quand on joue un match où on doit être éliminé, il faut se dire qu'on doit atteindre forcément les tirs au but. Et c'est une séance qui se prépare bien avant. Et hier, malheureusement, ils arrivent au tir au but et il va falloir que la différence se fasse par là. Mais moi, j'ai l'impression qu'une fois de plus, Redragui a eu le dessus sur Eric Schell là-bas. Parce qu'il faut dire que on va jouer les tirs au but à moins de 3 minutes de la fin. Schell se décide de retirer Osimhen, qui est c'est son meilleur buteur, qui est l'un de ses buteurs, pour faire rentrer certains. Je suppose qu'il préparait la séance de tirs au but. Absolument. Mais malheureusement, c'est ceux qu'il a fait rentrer qui n'ont pas été décisifs. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas été décisifs, parce qu'après, il faut que quand tu tires, même ça avec des convictions, mais tu as l'impression que ça a été très facile pour Bono. Je crois qu'il y a même le deuxième tir qui rate. Non seulement il est battu, mais il arrive revient, à la main droite. Il remet une main qui n'est même pas ferme, qui sort le ballon. Donc, c'est vrai que pour ces deux grandes équipes, c'était pas beau que ce match se termine comme ça, parce que comme certains pensent,
c'est un hasard, mais moi je pense pas que ce soit un hasard parce que toujours parlant de Rodagui, j'ai déjà écouté où il parle des situations où quand ça bloque, il est obligé de se référer au coup de pied arrêté. Et je crois que c'est des détails. Hier, ça a été un détail important et ça leur a souri. J'ai envie de dire que c'était pas un hasard parce que ils ont certes raté un penalty, mais c'était quand même bien tiré. Voilà. Le Maroc, par contre, c'est la meilleure défense de cette CAN jusqu'à présent, avec 5 clean sheets et 0 but encaissé dans le jeu. Mais un but encaissé sur penalty contre le Mali en phase de groupe. C'est-à-dire que depuis que le second tour a commencé, le Maroc n'a pas encore encaissé de but. Est-ce que c'est surprenant pour vous? Vous êtes impressionné par cette équipe sur le plan défensif? Ouais, Parce sur qu'on le la plan- connaît beaucoup plus comme étant une équipe ultra offensive. On la connaît sur le plan ultra offensif parce qu'elle marque beaucoup. Et elle est suivie, cette équipe du Maroc, par le Sénégal, qui n'encaisse pas aussi beaucoup. Elle, 4 clean sheets déjà, c'est magnifique. elle est suivie sur le plan offensif parce qu'elle marque beaucoup. Et elle n'est pas suivie sur le plan défensif parce qu'elle avait des erreurs. Souvent, défensivement, elle était inefficace. Mais ils ont cherché à corriger ces problèmes d'inefficacité défensive. Et aujourd'hui, ils sont parmi les meilleures nations au monde qui n'encaissent pas beaucoup. Et tout à l'heure, je regardais sur les réseaux sociaux, je voyais que le gardien Bounou, c'est le deuxième meilleur gardien pendant les Coupes d'Afrique, qui est à 10 clean sheets tous les matchs. Et le premier, vous connaissez, c'est le gardien égyptien, Elle adore. El Hadari. Donc, il a 14 clean sheets pour les CAN. Et le gardien marocain est à 10 déjà. Donc, c'est pour dire que, comme on le dit souvent, je crois que c'est ça Alex Ferguson qui le disait, on marque des buts pour gagner des matchs, mais on est solide défensivement pour gagner la compétition. Donc, le Maroc est solide défensivement, ça prouve qu'elle a tient de remporter, elle a à cœur de remporter sa CAN. Question à deux volets. Est-ce que ça garantit au Maroc une bonne finale, d'avoir un bon gardien, d'avoir une bonne défense, et qui n'encaisse pas beaucoup de buts dans le jeu, qui n'encaisse même pas de buts dans le jeu? Est-ce que vous trouvez que Bounou est actuellement le meilleur gardien africain? Ouais, de loin, il est le meilleur gardien africain. C'est vrai que quelques années avant, Mendy passait devant, mais aujourd'hui, je crois que il a pris la hiérarchie des gardiens de but. Maintenant, parlant du fait qu'ils ne prennent pas de but, je pense que quand vous voyez le dispositif 3-5-2, c'est un dispositif purement défensif. Ça veut dire qu'on défend à 5 carrément, ça veut dire les 3 centraux, les pistons qui vont défendre, qui vont descendre pour rester à côté de ceux-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont solides là-bas. Et il faut le dire comme ça. Quand tu joues un match de foot, soit tu gagnes, soit tu perds, soit tu fais un match nul. Et Rodagui, lui, il a choisi d'abord sécuriser le derrière au cas où il ne marque pas, au moins s'il ne prend pas de but, ça peut quand même l'envoyer où ça l'a envoyé hier, ça veut dire au tir au but. Donc je crois que jusqu'à là, ça les sourit plutôt bien. Et il faut féliciter cette animation. Et je pense que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont démontré que derrière ils sont solides. C'est pas aujourd'hui parce que le Maroc a été demi-finaliste Coupe du Monde. Tu peux pas être demi-finaliste Coupe du Monde en ayant pris 3, 4, 5 buts. Non, c'est beaucoup pour arriver à ce niveau. Donc moi je pense que c'est une bonne mise en place. C'est solide derrière. Ils ont des valeurs et ils sont complémentaires parce qu'autant ils défendent derrière, autant ils attaquent aussi. Oui, c'est également l'avantage de travailler sur la durée avec cette équipe du Maroc, dont la plupart des joueurs ont vécu la Coupe du Monde 2022, où ils ont successivement battu l'Espagne en huitième de finale, éliminé le Portugal en quart de finale avant d'affronter la France qui les a éliminés, mais déjà en phase de groupe, ils étaient leaders de leur groupe devant la Croatie, devant la Belgique et devant le Canada, donc c'est pas aussi un hasard forcément que cette équipe du Maroc nous livre de pareilles prestations, même si elle nous a surpris à la CAN en Côte d'Ivoire en sortant dès les huitièmes de finale éliminée par l'Afrique du Sud. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.